Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur 8 Mont-Blanc, en Savoie-Mont-Blanc, à la fois en live sur les réseaux sociaux, sur votre petit écran. Bienvenue dans Accès Direct. Ce soir, nous parlerons d'un anniversaire, celui des 110 ans de l'entreprise Ugitech, fleuron du territoire d'Arles-Isère, et avec son directeur général qui me rejoindra d'ici quelques minutes. Nous parlerons ensuite de sport, plus précisément de sport de demain, et pour être tout à fait complet, nous parlerons du marketing dans le sport de demain avec une jeune entreprise, Code Zéro, qui sera avec nous. Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez avoir de l'or dans votre grenier. Notre dernière invitée, elle en a pleinement conscience. Il s'agit de Sophie Sesma qui fait son grand retour dans Accès Direct. Bienvenue dans cette émission. Et on commence comme à chaque fois avec les titres de l'info. Et ce soir, c'est Seb qui Salut Manu, on est entre mecs. Oh, une fois n'est pas coutume, ça fait plaisir. Et puis avec toi, ce soir, on va commencer avec un grand chantier d'altitude et c'est RTE. Oui, on va partir très haut avec Kimberly Tréviot qui a pu visiter un chantier hors norme en plein parc de la Vanoise. RTE, le réseau de transport d'électricité, effectue en ce moment même des travaux de maintenance sur une ligne d'interconnexion entre la France et l'Italie. Donc voilà, des très belles images. Impressionnante en tout cas. Puis on va reparler de la sécheresse. Encore. Oui, c'est toi, Manu, qui fera un nouveau point sur cette sécheresse qui frappe maintenant, qui frappe les pays de Savoie, la Haute-Savoie et la Savoie, avec un petit focus sur la Savoie. On verra qu'elle a des conséquences bien néfastes sur la biodiversité. Tout ça, c'est dans une petite demi-heure, 18h30 pétante, le JT. Et tout de suite, pendant que je te tiens, tu ne pars pas puisqu'on enchaîne avec la revue de presse. Et tu as choisi de t'intéresser à un grand champion qui va devenir banquier. Alors, banquier pas forcément, mais donc voilà, on sait, le mercato en station bat son plein. Après plusieurs départs de directeurs d'office de tourisme annoncés, on a appris par nos confrères de Ski Chrono que Vincent G allait quitter son poste de directeur du club des sports de Val d'Isère. Le champion olympique de biathlon en 2010, qui était en place depuis 2014, va intégrer la Banque Populaire pour rejoindre la direction de la communication en charge des partenariats neige. Donc voilà, il garde un coup, un petit pied dans la neige à partir de avril 2019. C'est donc un nouveau défi pour Vincent G qui aura grandement contribué au développement du critérium de la première neige du côté de Val d'Isère. On ne peut que l'en féliciter, bravo Vincent. Et puis on continue avec des mendiants interdits. Oui, ça se passe dans le canton de Vaud en Suisse, puisque l'interdiction de la mendicité est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme selon le tribunal fédéral. Le tribunal fédéral, c'est la plus haute autorité judiciaire de la Confédération suisse. L'article 23 de la loi pénale vaudoise pourra donc entrer en vigueur. Ça veut dire que ce qui signifie les recourants qui n'ont pas donc obtenu gain de cause proposaient tout simplement que la mendicité ne soit interdite qu'à certaines heures et dans certains lieux. Pour rappel, le Grand Conseil du canton de Vaud avait accepté en 2016 une initiative de l'Union démocratique du centre, parti on va dire qu'on peut qualifier d'extrême droite, qui demandait tout simplement l'interdiction de la mendicité dans tout le canton. On continue avec les Suisses, puisque les Suisses adorent le train. Eh ben ouais, écoute, c'est une étude de l'Institut européen Eurostat qui a donc placé les habitants de la Confédération helvétique comme champions européens des déplacements en train, en effet. Chaque Suisse voyage 72 fois par an par train et parcourt près de 2500 km. Alors une moyenne qui permet au pays de se classer très loin devant tous les ressortissants étrangers, puisqu'en effet en deuxième place on retrouve le Luxembourg qui en moyenne voyage un luxembourgeois 38 fois par an sur les rails, soit exactement la moitié de la Suisse. De son côté, le Danemark, la France et l'Allemagne restent très bien placés avec une très belle évolution de l'utilisation des rails ces dernières années. Petite mention quand même spéciale à l'Irlande, dernière du classement, à la fois en nombre de passages en gare chaque année, mais aussi sur le nombre de kilomètres parcourus par oui. Chaque Irlandais voyage environ 2,5 km par an en train. Il y a encore un peu de boulot. Et puis tu as choisi de nous parler de soda nocif pour la santé. Oui, une petite news qui va en faire sourire plus d'un, les édulcorants artificiels. C'est pas bon pour la santé. Oui, je sais, c'est pas vraiment une breaking news, mais bon, aujourd'hui, on en a les preuves médicales via un article repéré par Medical Express et relayé par nos confrères du Dauphiné. Des chercheurs d'une université d'Israël en partenariat avec l'université de Singapour ont donc révélé que les édulcorants artificiels, donc l'aspartame, la sucralose, le saccharine, la néotame ainsi que le potassium K, présents dans de nombreux produits comme les sodas ou les yaourts light, sont tout simplement toxiques pour les bactéries de notre système digestif. Et cela peut causer un vaste panel de problèmes de santé et qu'à cela ne tienne, ces mêmes édulcorants ont donc été récemment classés comme polluants environnementaux émergents. Que du bonheur. Merci beaucoup Seb. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Juste le temps pour moi d'accueillir mon premier invité, Monsieur Patrick Lamarque d'Arouza, directeur général de Ugitech, une entreprise qu'on ne présente plus, l'un des leaders mondiaux des produits longs en acier inoxydable et en alliage.
Alors tout d'abord, merci d'être avec nous. Bonsoir. Joyeux anniversaire. Merci. Donc c'était il y a quelques jours à peine, c'était fin septembre. Ugitech, c'est vrai que c'est une énorme saga, l'un des fleurons du territoire, je le disais en titre. La saga a commencé en 1908. À l'époque, c'était, mes informations sont exactes, forge et aciérie électrique Paul Giraud. Tout à fait. Et depuis lors, il y a eu un grand chemin qui a été parcouru. Vous avez intégré l'entreprise en 1988. Vous avez assisté à beaucoup de l'essor de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus beaucoup de concurrents, ou en tout cas, on s'en tire pas si mal sur le plan international. Oui, alors c'est un marché avec énormément de concurrents, c'est un marché globalisé, mondialisé. Effectivement, Ugitech s'en tire bien grâce à un pilier compétitivité, à un pilier innovation. On innove en permanence pour rendre service à nos clients. Alors aujourd'hui, les principaux concurrents, c'est la Russie, c'est les pays de l'Est, voire les Chinois peut-être? Bien sûr, les Chinois et les Indiens surtout, qui ont des grosses capacités et qui viennent en Europe importer leurs produits. Donc c'est plutôt dans cette sphère asiatique que sont nos principaux concurrents. Aujourd'hui, il y a des produits d'Ugitech qu'on peut retrouver quasiment dans toutes les industries du monde. Oui, on va de la boule de pétanque jusqu'à l'injecteur dans votre voiture probablement, en passant par les ressorts de cosmétiques, les trains d'atterrissage d'avion, une multitude de débouchés. Bon, je vais vous poser la question piège parce que vous n'étiez pas encore présent à cette époque-là, mais comment on part des forges et aciéries électriques pour en devenir l'un des leaders mondiaux des produits en acier inoxydable? Grâce à des savoir-faire qui sont très importants dans l'entreprise, des savoir-faire techniques, qui assure cette compétitivité et le fait qu'en permanence, on puisse trouver des solutions pour nos clients, des nouveaux services, des nouveaux produits, de la métallurgie, donc ce qu'on appelle des nuances d'acier, qui sont faites pour justement répondre à ces exigences de plus en plus pointues. On est quand même sur des marchés de niche, et donc on essaye non pas de faire des produits de commodité, des produits standards, mais plutôt des produits sophistiqués qui répondent à des besoins très pointus de la part de nos clients. J'imagine justement que les commandes, elles ont des cahiers des charges très très particulières. Est-ce qu'il y a un secteur recherche et développement? Est-ce que vous créez des choses ou est-ce que vous êtes beaucoup penché sur les nouvelles technologies pour rester concurrentiel? Alors oui, Ugitech, c'est 2000 personnes, mais dans ces 2000 personnes, il y a un centre de recherche qui est dédié à l'innovation produit, la moitié de son temps sur le process, pour améliorer le process, puisque ça fait partie de la compétitivité dont je parlais tout à l'heure. Et puis, côté client, pour en permanence trouver des nouveaux produits pour répondre à des besoins très très précis. Aujourd'hui, alors si, peut-être mes sources datent-elles un peu, mais j'ai compté 1900 personnes réparties sur 10 sites. Oui, entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Complètement. Donc c'est vraiment une structure totalement internationale et qui est vraiment assise sur ce côté européen. Oui, c'est une structure européenne avec le cœur de l'aciérie à Ugine en Savoie, mais avec donc des filiales qui transforment nos produits, puisque une des stratégies d'Ugitech, c'est de faire de la valeur ajoutée, donc de transformer le produit le plus en aval possible, de telle façon à être au plus proche des besoins des clients. Ça évolue beaucoup, justement, les demandes des clients, les produits que vous fabriquez? Oui, ça évolue beaucoup. Dans l'automobile, aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle du PPM, donc c'est un défaut pour 1 million de pièces. Donc vous voyez, ça demande des contrôles et ça demande un savoir-faire que l'on essaie d'assurer au quotidien. Et justement, je reviens sur l'anniversaire, les 110 ans. Selon vous, grand âge ou âge, âge de raison peut-être? Âge de raison, mais ça n'empêche pas ce côté innovant et ce côté de se remettre en cause en permanence pour faire en sorte d'apporter à nos clients qui changent beaucoup des solutions nouvelles tous les jours. Il y a eu une grande fête, j'imagine, pour fêter les 110 ans de cette entreprise. Tous les salariés, bien sûr, étaient là, ainsi que presque, on peut le dire, une bonne partie de la ville. Oui, alors le vendredi consacré aux salariés avec la fête officielle le soir. Et puis le samedi, une journée porte ouverte où les salariés ont pu accueillir leur famille avec beaucoup de fierté de montrer des outils qui sont toujours un petit peu impressionnants. Une série avec du métal liquide, vous pouvez imaginer que c'est effectivement impressionnant. Et les regards étaient pétillants à la fin de ces 2 jours. Ouais, j'imagine que ça ne doit pas être simple de faire rentrer des kidam justement dans tous ces hauts fourneaux, comme on en voit des très belles images qui avaient été réalisées par nos équipes lors d'un Ambition il y a quelques années. C'est un site classé Seveso? C'est un site classé Seveso, c'est pour ça que la sécurité fait partie vraiment de nos valeurs centrales.
les visiteurs ont été guidés tout au long de la journée. Il n'y a eu vraiment aucun problème de ce côté-là. Cette fête d'anniversaire, elle a fait couler un peu plus d'encre qu'on l'aurait imaginé, justement, avec la venue d'un duo qui s'est fait passer pour Daft Punk. Expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu entretenu le doute. Il s'agit des sosies officiels des Daft Punk. Mais on a fait le buzz en tout cas et c'est ce qui compte. C'était un coup de com', vraiment? C'était réfléchi en amont? Oui, c'était un petit peu un coup de com'. On a besoin de changer notre image, on a besoin d'attractivité et donc évidemment les Daft Punk en faisaient partie. Les sosies de Daft Punk en tout cas. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? 110 ans encore d'existence, des gros projets peut-être qui arrivent? Oui, je le disais lors de l'anniversaire, encore beaucoup de projets, encore beaucoup d'investissements sur le site du GIN, mais aussi sur nos filiales, pour continuer notre développement, pour s'appuyer sur les 110 ans d'expérience qui nous ont servi à arriver jusque-là, et bien sûr continuer. Si on s'arrête, on aura des problèmes vis-à-vis de nos concurrents chinois et indiens. Donc il faut continuer en permanence à innover, il faut continuer en permanence à investir dans des nouveaux outils. On a évidemment quelques projets dans les années qui viennent. On investit autour de 20 millions d'euros par an, donc vous voyez, on a encore de beaux projets devant nous. Vous le disiez en début d'interview, c'est vraiment un marché de niche, ce qui veut dire qu'à terme, vous imaginez passer sur d'autres process, d'autres métaux peut-être qui vous intéresseraient? Alors on n'est pas sur la course au volume, on est véritablement à la recherche de besoins très précis, très pointus de nos clients. Donc changer pour faire autre chose que des aciers inoxydables, on le fait un petit peu déjà avec ce qu'on appelle des alliages, mais notre cœur de métier c'est vraiment les inox, donc on restera probablement encore un petit moment centré sur cette spécialité-là. Dernière petite question, justement, d'autres gros clients qu'on essaye d'appâter aujourd'hui ou au niveau de votre book commercial, il n'y a pas de souci à se faire? Oui, l'Europe c'est notre jardin, mais la croissance se fait ailleurs et donc on fait beaucoup de prospection en Amérique du Sud, en Russie, en Afrique du Sud, dans des zones en développement dans lesquelles on va chercher des nouveaux prospects, on va chercher des nouveaux clients. Donc oui, ça bouge en permanence, y compris de ce côté-là. Eh ben, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Patrick Lamarque d'Arousa, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé quelques minutes. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et encore une fois, bon anniversaire. Merci. Je vous laisse repartir direction la régie, juste pour moi, le temps d'accueillir mon prochain invité, en la personne de Rodolphe Cadoret. S'il vous plaît. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur associé de Code Zéro. Alors Code Zéro, c'est une jeune entreprise, on peut le dire, hein, c'est pas une mauvaise formulation. Non. Vous êt partenaire de l'OSV, l'Outdoor Sport Valley, qui vous accompagne justement dans toute cette création, cette démarche de création d'entreprise. Et alors, c'est vrai que sur votre site internet, j'ai vu une agence néo-marketing de sport de demain. Alors il y a beaucoup de choses. Expliquez-moi le concept en quelques mots. Alors c'est vrai que le terme de néo-agence peut presque faire sourire, mais il a une signification précise qui est de faire du marketing différemment de ce que les agences classiques faisaient jusqu'à aujourd'hui ou que certaines continuent de faire. Nous, notre vrai axe de différenciation, c'est de regarder, si vous voulez, devant plutôt que de regarder derrière. Vous avez aujourd'hui, et depuis quasiment tout le temps d'ailleurs, deux manières de faire du marketing. Soit vous basez sur des études de marché qui vous donnent une photo plutôt figée de ce qu'il y a dans votre rétroviseur pour prendre une image, ou de regarder devant et d'essayer d'analyser des phénomènes qui risquent de se passer pour adapter vos stratégies et vos projets d'innovation en fonction. On a choisi, chez Code Zéro, l'axe de plutôt regarder devant. Donc à ce titre, on n'est pas du tout une société d'études, on est plutôt une société qui travaille sur la prospective et l'innovation au sens large. Alors concrètement, vous aidez les sportifs, vous aidez les marques. Qui sont vos clients? Alors on aurait pu aider les sportifs, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait parce qu'on vient, nous, plutôt du monde de l'entreprise et on était avant dans plutôt des grandes entreprises. Donc nos clients sont des acteurs économiques du sport, ça peut être des sociétés, ça peut aussi être des territoires qui utilisent le sport comme moyen d'attractivité. On peut prendre un exemple de la montagne où le ski est un gros vecteur économique du développement de nos massifs alpins et ailleurs, ou éventuellement le littoral. On a deux types de clients, pour faire simple, des entreprises industrielles qui évoluent dans le secteur du sport ou des territoires qui jouent avec le sport en partie pour leur attractivité. Alors aujourd'hui, cette entreprise elle est toute jeune, je lisais,
2014, création juste d'un blog avec les premières idées qui ont été un petit peu jetées comme ça. 2017, un vrai site internet qui vous a servi un petit peu de base. Et septembre 2018, justement, lauréat du réseau Initiative Annecy, ça a dû vous mettre un coup de boost faramineux. Alors, on a essayé de se mettre un coup de boost tout seul avant, mais je ne vous cache pas que les encouragements qu'on a eus à la fois par nos clients que par des institutions qui nous ont fait confiance, c'est toujours un facteur de motivation supplémentaire. Vous parliez du blog, qu'on n'appelle plus du tout un blog aujourd'hui, mais parce qu'on a un vrai média aussi d'analyse dans Code Zéro. Ça, en fait, ça a commencé par de la passion. C'est-à-dire que mon associé, qui n'est pas présent aujourd'hui, est un des observateurs des évolutions sociétales et des comportements qui nous permettent de regarder justement un peu devant dans le sport depuis longtemps. Et il commençait à écrire sur ces sujets-là, ces phénomènes comportementaux, par simple passion, avec des articles qui étaient en accès libre et on s'en est aperçu après. J'étais moi un consommateur à la base du blog Code Zéro qui était plutôt pas mal utilisé par les acteurs économiques du sport et c'est ces signaux faibles qui nous ont fait comprendre qu'on avait peut-être un rôle à jouer dans cet écosystème. Alors, aujourd'hui, vous vous situez comment? C'est-à-dire que vous allez chercher, c'est vous qui allez démarcher des territoires, des entreprises pour essayer de leur apporter une plus-value, ou c'est des gens qui viennent vous voir en disant on a vraiment un souci de marketing, de communication là-dessus? Dans la réalité, il y a un peu les deux. La prospection fait évidemment un peu partie de notre boulot. Ce serait pas de dresser un tableau exact que de ne pas le dire. En revanche, justement, le média que nous avons sur Code Zéro qui diffuse des analyses, je précise, qui sont gratuites pour 90% d'entre elles et assez étoffées sur des vrais phénomènes qui sont en train de se passer avec de la recherche. C'est un domaine qui nous prend du temps. Ces articles sont régulièrement lus par une partie de nos prospects ou de nos clients et ils rentrent aussi en contact avec nous via le contenu qui est diffusé dans ces articles. Il y a une deuxième source aussi de contact qui est des conférences, des ateliers en université ou dans des grandes entreprises qu'on fait pour parler de notre métier, mais aussi du futur de la consommation dans le sport en général et particulièrement dans les sports outdoor. C'est un gros coup de main aux entreprises en tout cas, parce que nombreux sont celles en tout cas qui aimeraient bien avoir la vision de ce qui va se passer demain. Comment vous arrivez à avoir le petit plus? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de plancher sur le sujet. Ouais, moi je dis toujours qu'on se substitue jamais au travail qui est fait en interne dans les entreprises. On apporte un éclairage supplémentaire qui, si possible, va un peu au-delà de ce qu'ils sont en train de regarder au quotidien. Pas parce qu'on est plus malin ou parce qu'on est meilleur, c'est simplement parce qu'on aime bien le faire et qu'on a plus de temps pour s'y consacrer. Il y a une deuxième raison qui fait qu'on leur apporte des choses qui sont tangibles et inspirantes, c'est qu'on a mis en place de manière assez modeste au départ, et on commence à être plutôt bien outillé maintenant et organisé, des outils et des process d'observation des réseaux sociaux avec du monitoring social. On appelle ça dans notre jargon marketing du social listening. Des outils de veille des comportements sociétaux avec des instituts en France qui surveillent ces choses-là, où on arrive à filtrer les comportements sportifs selon certains mots-clés. Tout ça se passant régulièrement online ou sur des médias appropriés. Et puis des sources d'informations qu'on garde précieusement, qui font un peu partie du fonds de commerce de Code Zéro, que sont certains observateurs, certains sociologues, certains scientifiques du monde du sport qui nous nourrissent et qui nous permettent de dessiner des scénarios prospectifs d'usage ou de comportement qu'on travaille derrière avec nos clients. Donc oui, c'est à la fois de la prospective, mais aussi des outils. C'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, vous êtes basé à Annecy Base Camp, donc si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Donc, au sein de la structure de l'Outdoor Sport Valley, qu'est-ce que ça vous apporte finalement, ce parrainage ou en tout cas ce guide? L'Outdoor Sports Valley, on appelle ça un cluster dans notre jargon. C'est un regroupement d'entreprises d'une branche d'activité que sont les sports outdoor qui est unique dans le monde. Alors, on pourrait dire aussi en Europe, mais je pense vraiment qu'il n'y a quasiment pas d'équivalent dans le monde. Ça nous apporte un support informationnel au niveau de certaines datas qu'on reçoit qui nous permettent de compléter une partie de notre connaissance. Ça nous apporte du réseau et ça nous apporte aussi des facilités pour avoir des bureaux, puisqu'on réside dans la pépinière comme on est une jeune entreprise. Et les aspects logistiques pour les créateurs d'entreprises que nous sommes, les jeunes créateurs, comparé à ce qu'on vient de voir avant, sont importants pour démarrer toute activité.
Dernière petite question, est-ce que vous avez déjà, justement, vous qui regardez loin devant le futur de votre entreprise, il y a un moment où vous allez vous détacher de cette OSV de l'Annecy Basecamp pour avoir vos propres locaux ou... On n'aura pas le choix. Je crois que c'est le sens de l'histoire de toute entreprise qui s'émancipe un jour. On a déjà 2 activités qui sont très polarisées entre la montagne et la mer. On a des gros clients dans le domaine maritime. Des gros clients dans le domaine outdoor et dans la montagne. On envisage d'ici 2 ans d'avoir un bureau proche de la mer, pour pas tout vous dévoiler, et de garder un bureau dans les Alpes françaises. Eh ben, super, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup Rodolphe Casabray d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Je vous souhaite plein de réussite dans les projets. Je vous laisse repartir en régie. Et pour moi, juste le temps d'accueillir Sophie. Sophie, le grand retour. Oui, ça y est. Comment vas-tu, Sophie? J'ai passé de bonnes vacances, j'ai bien chiné. Hop. Eh ben, ça se voit, vu ce que tu nous rapportes. J'en ai plein mon grenier, plein mon coffre aussi aujourd'hui. C'est très drôle. Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu nous proposes de beau aujourd'hui? Je vous propose quoi? Allez, on repart comme d'habitude. Allez, c'est Comme reparti. d'habitude, on repart sur 3 objets qui sont assez emblématiques du mois d'octobre. J'avais envie de repartir assez loin cette année, au mois d'octobre. Je me dis, tiens, si on partait en 1880, qu'est-ce qu'on faisait en 1880? Bonne destination de vacances. En 1880, au mois d'octobre, on continuait à ramasser ce que la nature nous avait donné. Parce qu'on se dit qu'il faut quand même anticiper un peu l'hiver, il faut commencer à faire ses réserves définitives pour l'hiver, à savoir les confitures, les compotes avec les fruits qui sont un peu plus mûrs. Et puis on va aussi ramasser les noix, les noisettes pour faire de l'huile ou les consommer comme ça. C'est la période aussi des champignons, c'est la période pour aller ramasser du petit bois. On s'embête pas, quoi. Non, on s'embête pas. Et puis c'est aussi une petite période un peu religieuse. L'activité est toujours, c'est-à-dire que le paysan est toujours besogneux, mais au demeurant, il y a quand même, c'est quand même moins stressant qu'au mois de juillet, au mois d'août, où on est en pleine récolte. Donc, il y a une petite activité religieuse, je t'en ai parlé, et c'est le mois du rosaire. Alors, le rosaire, c'est pas un objet, le rosaire, c'est une prière qui se fait en fait avec un chapelet, et le rosaire, ça constitue 204 Ave Maria. Donc, c'est vraiment une prière très longue. Et durant ce mois d'octobre, eh bien, on va aussi inciter beaucoup les enfants à prier, et on va les inciter à prier, eh bien, leur ange gardien. Le mois d'octobre, c'est le mois de l'ange gardien. Alors autrefois, c'était vraiment quelque chose qui était très prégnant, beaucoup plus que nous aujourd'hui. Et il faut bien faire le distinguo entre l'ange gardien et le saint patron. En fait, l'ange gardien, c'est aujourd'hui, on pourrait dire c'est notre bonne étoile. C'est celui qui est un peu au-dessus de notre tête, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Autrefois, l'ange gardien, c'est véritablement un intercesseur entre l'enfant et Dieu. Et c'est au-delà de... tous des enfants de Dieu. Mais oui, bien sûr, mais je le sais. Mais au-delà du... Enfin, c'est une telle mode qu'en fait, l'Église va décider de légiférer et donc va donner un véritable cadre légal à cette histoire de l'ange gardien. Il faut savoir que c'est très lié à l'enfance. Aujourd'hui, je vous amène 3 objets qui sont très liés à l'enfance. Et de ce fait, pendant très longtemps, on va offrir aux enfants ces images. Alors là, je suis très heureuse, je vous ai trouvé, je pense, la plus moche. La plus moche et la plus kitsch. Mais bon, de temps en temps, il faut aussi se faire plaisir. C'est vrai que si on accroche ça au-dessus du lit, ça peut faire... Oui, mais en fait, c'est vous dire que jusque tardivement, puisque ça c'est vraiment une image tardive des années 50, jusque tardivement, l'idée est vraiment très prégnante autour de l'enfant qu'il doit prier son ange gardien. Et alors je vous ai aussi amené une petite médaille. C'est les petites médailles qu'on donnait aux enfants à l'occasion du catéchisme ou bien des petits pèlerinages qu'ils avaient fait avec leur curé. Et à nouveau, c'est une petite médaille au sujet de l'ange gardien. Hyper important, le mois d'octobre. Et ça se trouve facilement dans... Alors ça, en vide-grenier, pour être honnête avec vous, j'ai dû la payer 1 €, il n'y a plus personne qu'on veut. Ma petite médaille, c'est une petite médaille en argent, j'ai dû la chiner 10 €, justement parce qu'elle était en argent. Okay. Sinon, non, vous savez, les objets religieux, aujourd'hui, ça n'a de valeur que sentimentale, nous dirons. Bon. Le deuxième objet que j'avais envie de vous apporter, parce que tout n'est pas que prière. Non, tout n'est pas que prière, il faut aussi s'amuser un petit peu. Et est-ce que vous savez que, en fait, la rentrée scolaire, autrefois, elle se faisait au 1er octobre. Jusqu'en 1960, quasiment, elle se faisait le 1er octobre. Donc jusque-là, les enfants avaient le temps. Le temps, alors pas forcément que de jouer, mais d'aider beaucoup leurs parents, donc toujours pour l'entretien de la ferme et puis pour commencer à faire les réserves pour l'hiver. Et qu'est-ce qu'on avait comme petits jeux autrefois? Je vous ai amené des petits jeux anciens que j'ai classés en 4 catégories. Les jeux d'adresse,
Donc c'est vraiment les jeux où, comme celui-là, il faut passer une petite boule dans un machin, un truc un peu casse-pied. Alors, attention juste avec la boîte et ton micro Hop, Il ne faut merci pas être beaucoup. d'accord. Hein. Non, voilà. Donc, les jeux d'adresse, on a les jeux de patience, où il faut prendre le temps de mettre une petite bille dans l'œil de l'aveugle. Par exemple, là, donc j'ai le jeu de l'aveugle. À l'intérieur, il y a 2 petites billes. Notre aveugle n'a plus d'yeux et il faut prendre le temps de remettre ces 2 petites billes tranquillement. C'est mignon. Oui, c'est très chouette. Après, on a tout ce qui est casse-tête. Donc, il faut prendre le temps, là encore. Alors, où est-ce qu'il est mon petit casse-tête? Voilà, les casse-têtes. Donc, il faut prendre le temps, eh bien, soit de réussir à enfiler un élément sur l'autre, ou bien de retirer 2 fils qui sont inextricables. Et puis, pour finir, il y avait les petits jeux d'humour qui étaient vraiment très drôles. Et celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le jeu des 3 oies. Donc, on a la première, la deuxième Pour l'instant, je te suis. et la troisième, c'est toi. Oh, c'est mignon. Voilà, le c'est petit vraiment miroir. des choses qui sont très très bon enfant. On est vraiment dans des jeux très différents de ce qu'on pouvait avoir autrefois. Alors pour ceux qui aiment chiner, il faut savoir que ces boîtes de jeux aujourd'hui, elles se retrouvent très facilement sur le marché, sur Internet aussi, et à des prix Sur ton assez... site, j'imagine également. Alors, sur mon site aussi également, à des prix assez modiques, il faut compter entre 5 et une vingtaine d'euros pour un jeu en bon état. Alors, très très important, et ça je le signale pour ceux qui voudraient commencer une collection, c'est hyper important d'avoir l'emboîtage en bon état, parce qu'en fait, ça fait le prix de l'objet. Si vous avez le jeu de l'aveugle et qu'il vous manque les 2 billes qu'il y a dedans, en fait, votre jeu, il n'est pas complet. Du coup, ça déprécie véritablement la valeur de l'objet. Donc, très important, faire attention à la condition de l'objet. Et puis, eh bien, mes derniers objets que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui, c'est pour les Quels objets? tirelires à fil. Tu avais cherché le nom des collectionneurs de tirelires sur Internet ou pas? Alors non, je t'avoue, j'ai pas eu Cette le temps. fois-ci. Alors c'est drôle parce que c'est vraiment l'objet d'aujourd'hui pour moi, parce que sache que là j'arrive tout juste de Lyon et je viens de faire l'acquisition auprès d'un collectionneur qui voulait se séparer de toute sa collection de tirelires. J'ai 150 tirelires dans mon coffre de voiture. Quand même. Donc c'est vraiment très drôle et Mais j'adore. elles sont vides ou? Elles sont toutes vides. Non, il n'y a pas un radis à l'intérieur. Une mauvaise opération. Non, il y a des non. J'ai trouvé vraiment des tirelires très chouettes et je suis très contente. Et puis j'ai fait la connaissance d'un monsieur très gentil. Et je trouve que en art populaire, qui est ma spécialité, on a toujours affaire à des gens qui sont très gentils, avec une vraie bienveillance. Et enfin, c'est très agréable dans le marché, qui peut être parfois un peu trop mercantile. Alors, petite question rapide. Dis-moi, qu'est-ce qui fait une belle tirelire selon Alors, toi? qu'est-ce qui fait une belle tirelire? D'abord, il faut qu'elle soit ancienne. On est d'accord, on parle bien des tirelires à casser. On parle bien des tirelires à casser, on ne parle pas de nos tirelires affreuses de notre époque qui ont un opercule noir vilain dans lequel on peut récupérer notre argent. Ça, ce n'est pas du tout les tirelires qu'on collectionne aujourd'hui. Ce qu'on cherche, ce sont avant tout des tirelires anciennes, donc en terre vernissée, qui sont en forme de pomme ou de poire, qu'on dit pommiforme ou piriforme. Et donc celles-là, elles sont en terre vernissée. Et puis, le temps passant, eh bien, il faut savoir, par exemple, et ça c'est vraiment intéressant, que ce sont d'abord les paysans qui ont eu des tirelires parce que c'était les potiers qui faisaient des tirelires. Exactement comme ça. Les potiers faisaient des tirelires comme ça, et ce sont les paysans qui les ont eus en premier. Et les bourgeois ne les ont eus que vers 1840, simplement parce que c'est l'industrialisation qui va leur permettre de faire l'acquisition des tirelires, mais à grand tirage en fait. Ça, ce sont des tirelires à grand tirage. Et ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, cette botte, vous pouvez la trouver en vert, mais aussi en rouge, en marron, en bleu, et les tirelires à fil apprécient particulièrement d'avoir la série complète. Alors, ce qui est aussi très rigolo, quand j'ai fait des recherches sur les tirelires, c'est qu'on sait qu'en France, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, les archéologues ont retrouvé beaucoup de tirelires dans les latrines, les toilettes d'autrefois. Et on n'arrive pas aujourd'hui à savoir si on a jeté les tirelires à casser dans les latrines, eh bien soit c'est un jeu, c'est-à-dire il fallait aller chercher ces pièces dans le contenu des latrines, ou s'il y avait une croyance et superstition qui étaient liées. Est-ce qu'on jetait les tessons de la tirelire eh bien, pour que la prochaine se remplisse plus vite? Aujourd'hui, il y a encore des recherches à faire. Il y a une recherche. Oui, il y a une recherche. Pour ceux qui aiment les défis historiques et les recherches historiques, il y a véritablement plein de choses encore à découvrir aujourd'hui. Alors, combien vaut une tirelire? Eh bien, là encore, on ne va pas casser la sienne. On reste encore dans des prix très très abordables. Il faut compter entre 20, 30, 40 euros pour acheter une très jolie tirelire ancienne. Les sujets les plus prisés, le cochon, puisque le cochon est symbole d'abondance et de prospérité, mais aussi la poule, la petite poule pondeuse sur son nid. Là encore, comme je te disais, les séries complètes avec le paquebot France, que tu peux avoir en déclinaison de rose, de bleu, de vert, d'orange, de crème. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et puis après,
Pour ceux qui aiment s'expatrier, les tirelires américaines sont toujours très recherchées. Généralement, elles sont en fonte et elles représentent des sujets un peu plus rigolos que nos sujets à nous, à savoir une petite cacahuète sur pattes ou bien un Mickey Mouse. Mais là, pour le coup, il va falloir casser plusieurs tirelires pour pouvoir en faire l'acquisition. Eh ben, j'ai hâte de voir ça peut-être dans un prochain numéro. Dans un prochain numéro, et puis on vous attend avec notre nouvelle émission. Et puis avec dimanche Camille. matin, attention, dimanche matin, soyez présents puisqu'on a un Facebook petit teaser, quelques petits passages choisis d'une nouvelle émission donc, qui sera sur notre Facebook Live avec toi-même et puis accompagné de Camille Copin. Exactement, j'emmène Camille Chiné avec moi. Ce sera direction, on peut le dire Ah non, c'est secret. Alors d'accord, j'ai failli faire le blasphème. Mais de toute façon... Mais ce que vous avez vraiment à savoir, c'est que vous allez avoir plein de conseils pour chiner malin, chiner intelligent, plein de conseils. Et là, cette fois-ci, là, je peux vous le dire, on va chiner du meuble. Donc, vous allez avoir plein de conseils pour comment chiner un meuble intelligemment et faire une bonne affaire. Merci beaucoup, Sophie. On te retrouve donc dimanche matin en Facebook Live sur la page 8 Mont Blanc. Et pour la diffusion de l'émission complète, ce sera dimanche 14 octobre. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt, Manu. Bon courage pour la suite. Merci et bon week-end. Juste le temps pour moi d'accueillir Seb pour le retour et Manu. les titres qui vont être développés dans quelques minutes. À commencer par RTE. Oui, un gros chantier d'exception en Haute-Maurienne, parc de la Vanoise. Kimberly Trévieux a pu se rendre sur ce chantier. Ce sont des travaux sur une ligne d'interconnexion entre la France et l'Italie, donc de très très belles images à bord d'un hélicoptère. Et puis la sécheresse continue. Oui, la sécheresse, on en a beaucoup parlé. Savoie, Haute-Savoie, aujourd'hui focus sur la Savoie et les effets néfastes sur la biodiversité. C'est dans quelques minutes, mais avant cela, vous connaissez le principe de l'émission. C'est l'heure de la pub.